Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bonjour à tous, mardi 26 janvier, l'actualité décryptée à 360 degrés. C'est le but que se fixe cette émission, Les Grandes Gueules, une émission que vous retrouvez tous les soirs à 18h en prime en rediffusion sur Suite FM, la 99.3. Une émission également à retrouver quand il est 22h30 sur la télé d'une autre planète, Espace TV. On s'intéresse à l'actualité, le devant de l'actualité politique en Guinée, toujours occupé par le retour en Guinée du numéro 2 de l'UFDG, Baouri, qui est rentré au pays après 4 ans d'exil à la faveur d'une grâce présidentielle accordée à lui et à plusieurs autres condamnés de droit commun. Baouri, il faut le rappeler, avait été condamné à la réclusion à perpétuité dans l'affaire du 19 juillet. À quelle implication faut-il s'attendre pour l'UFDG avec ce retour? Quid de l'avenir de ce parti, deuxième force politique de la Guinée? Mohamed Lamine Keita, il est ex-chargé de communication de la Fédération UFDG de France, donc exclu du parti selon une décision du conseil politique de ce parti. Il est notre invité. Elle s'appelle Khadija Camara, elle est guinéenne, elle n'a que 21 ans mais déjà auteure d'un roman intitulé La Mission. Elle vit en France où elle poursuit ses études, elle est en Guinée, elle est arrivée depuis samedi pour dédicacer son livre et partager les enseignements du contenu de celui-ci avec la jeunesse de son pays. Quel message renvoie ce roman? Nous allons la recevoir dans la deuxième partie de notre invité, mademoiselle Khadija Camara, romancière guinéenne. Elle est notre second invitée. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed Camara, bonjour. Bonjour, Aboka. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bonjour, Moussa Moïse. Bonjour. Bassekou, bonjour. Bonjour. Antoine Kroma, bonjour. Bonjour. Bien, pour commencer, Moussa Moïse, on s'intéresse forcément à ces négociations tripartites entre le patronat, le gouvernement et les syndicats autour de l'équation du carburant. Oui, hier, nous l'apprenions tardivement. Les négociations se sont poursuivies avec le gouvernement, notamment le ministre Damanta Albert Camara. Il y a eu quelques propositions faites. Il n'y a pas que le carburant qui a été mis sur la table, il y a aussi la question de la grille salariale des travailleurs, des fonctionnaires. Et donc pour le carburant, en résumé, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'entente sur le prix qui doit être proposé au peuple de Guinée. On a fait la proposition faite par les différentes centrales syndicales, c'est la somme de 5 000 francs qui a été proposée. Mais jusqu'à ce jour, le gouvernement a encore évoqué les raisons que nous connaissons liées à notre économie qui est sur perfusion, liées aux conséquences encore visibles du virus Ebola. Et donc les négociations, normalement, selon les informations que nous avons eues, doivent se poursuivre encore aujourd'hui pour voir s'ils peuvent trouver une solution. Mais il y a aussi une autre paire de manches dans ces négociations. Ouais. C'est aussi d'autres centrales syndicales qui haussent le ton, qui pensent qu'elles ont été exclues de toutes ces négociations. Je pense qu'il y en a 9 qui disent d'accord. J'ai vu une déclaration où on parle de 9 centrales syndicales qui se plaignent du comportement. En tout cas, ces centrales, elles ont même utilisé le mot haine à l'encontre du ministre que développerait le ministre Damanta à leur encontre. Et donc, elles estiment que pour des questions aussi sensibles, quand on parle du carbone, on parle d'un produit stratégique selon ces centrales syndicales, donc il n'y avait pas lieu qu'elles soient mises à l'écart. Je pense que Damanta a certainement donné son point de vue sur cela. Mais le gouvernement ne peut pas négocier avec tous les syndicats. Mais ces syndicats, il faut avoir en face les syndicats les plus représentatifs. À mon avis, c'est ce que dit la loi. C'est comme ça que ça se passe partout. C'est ce que dit la loi. C'est de l'entendre, mon cher. C'est ce que dit la loi. Ces centrales syndicales, comment vous voulez que ces centrales syndicales qui disent vouloir défendre l'intérêt du peuple, qui disent n'avoir en vue que l'intérêt du peuple, ils peuvent toujours continuer à défendre, ils peuvent toujours continuer à dénoncer. Pourquoi entre elles, la question que je me pose, pourquoi entre elles se bouffent le nez? Pourquoi elles le font? Je pense qu'il y a cette... La CNTG, l'USTG représente 90% de la classe ouvrière. On n'a pas besoin d'être devant un ministre pour défendre les intérêts d'une population. On peut défendre l'intérêt de la population
partout où on se trouve. Il suffit juste de savoir utiliser les bons mots. Comme vous l'avez signalé, la loi est très claire. Ceux qui doivent être en face du gouvernement, c'est ceux qui sont plus représentatifs. Et aujourd'hui, on le sait dans ce pays, ils ne peuvent pas discuter avec tout le monde. Donc je pense que c'est comme un échantillon. Ils vont discuter avec l'échantillon et après, de toutes les façons, ce sont les mêmes intérêts. Il ne faut pas aller dans ce sens. Ce n'est pas nous qui allons dans ce sens. Ce n'est pas nous qui allons dans ce sens. Les grandes gueules. On décide de respecter les procédures à la matière où on abandonne. Écoutez, on va ordonner. On va ordonner. Je veux juste préciser une chose. Mara va peut-être revenir en long et en large sur le fondement juridique de tout cela. Ouais. Mais même au niveau de l'OIT, je pense que les centrales syndicales doivent démontrer, je pense à l'issue de certaines élections, leur représentativité. Absolument. La composition. Il en est de même pour les structures patronales aussi. Ouais. Voilà, donc je pense que ça c'est... Et toutes les centrales syndicales se reconnaissent à l'OIT. On ne peut pas faire une exception en Guinée. Je suis d'accord pour cela. Mais lorsqu'on doit choisir des représentants parmi les centrales syndicales pour négocier au nom de toutes les centrales syndicales, il faudrait qu'il y ait une certaine unanimité, un certain consensus. Ouais. Moi, c'est le reproche que je leur fais. Ouais. Parce qu'on là, je suis d'accord. Voilà, c'est le reproche que je leur fais. Sur le choix des représentants du mouvement syndical qui doivent aller négocier. Parce que ce sont des porte-voix. Ouais. Et quand vous portez la voix des autres, il faudrait qu'il y ait une certaine harmonie. Un certain consensus. Non, là, c'est le reproche que je leur fais. Il faudrait que cela soit... Parce que tu vas prendre la parole tout à l'heure. Allez-y, Mohamed Mara. Moi, je dis qu'à partir du moment où la loi tranche, je n'ai rien à dire. D'accord? Peut-être que vous pouvez penser à des problèmes d'éthique, de justice et tout cela, mais la loi, elle est très claire. Je crois que c'est l'article 311, mais aussi l'article 333 du nouveau code du travail guinéen qui dispose que le ministre en charge de l'emploi a la latitude, a les prérogatives justement pour convoquer et s'asseoir autour de la table avec les syndicats représentatifs. Il y a des questions sur lesquelles vous ne pouvez pas faire appel à tout le monde. Je vous donne pour cela 2 faits précis. De par le passé, il est arrivé en Guinée que lorsque ces autres petites centrales-là se présentaient à la table de négociation, les grandes centrales se levaient et quittaient. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère doit se tailler le luxe de convoquer tout le monde et que finalement les négociations capotent avant même de commencer sur des questions avec d'aussi grands enjeux? Je pense que ce qui est important, de l'autre côté, ces discussions ne doivent pas vraiment noyer la principale revendication, l'équation du carburant. Voilà. C'est important pour les populations. La question principale. Il ne sert à rien aujourd'hui parce qu'il y a quand même une étude qui a été faite de représentativité qui démontre aujourd'hui, que le département a commandé l'année dernière, qui démontre aujourd'hui quand même que ces 2 centrales-là représentent à elles seules pratiquement 90% des travailleurs syndiqués en Guinée. Ouais. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas représentatif à partir du moment où c'est la loi qui le dit. Est-ce que vous voulez qu'on les convoque et après qu'il y ait des bisbilles? Est-ce que c'est cela? Maintenant, moi, la question qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la question du carburant. Absolument. La vérité aujourd'hui est que le pétrole a perdu presque 80% de son prix il y a 3 ou 4 ans de sa valeur marchande et qu'en Guinée, ça ne baisse pas. On en est autour de $22. De $22 aujourd'hui d'ailleurs, c'est la dernière information. Maintenant, il y a un problème. Je le reconnais. Parce que déjà, le pétrole est le prix du pétrole est légèrement inférieur en Guinée. Par rapport à des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, qui nous entourent. Baisser le prix du carburant aujourd'hui, la première mesure à prendre naturellement serait d'abord de sécuriser toutes les frontières pour que ce ne soit pas les Guinéens qui payent le pétrole pour ces pays-là. Ça, c'est un problème. Et on le sait que le gouvernement, réellement, n'a même pas les moyens pour gérer totalement ces frontières-là. On en a parlé par rapport à d'autres questions. Ça, c'est une réalité. Maintenant, de l'autre côté, il faudrait au moins qu'il y ait une compensation. Si l'État ne peut pas baisser de manière substantielle, le minimum, c'est de penser à peut-être une hausse des salaires. Parce que la question, elle est double. Les syndicalistes demandent aujourd'hui à ce qu'il y ait une augmentation. Hier, il y a Dr Kaba qui nous a annoncé 40% d'augmentation. Mais de l'autre côté, nous voulons qu'on baisse un peu le coût de la vie. Mais moi, le reproche que je peux faire au gouvernement et à toutes ces personnes-là, c'est quoi? C'est que tout le monde en Guinée ne relève pas de la fonction publique. Ça, il ne faut pas l'oublier. La fonction publique, c'est un grand maximum de 110, 120 000 fonctionnaires guinéens. Mais le gros des personnes actives en Guinée sont dans l'informel, sont dans le secteur privé. Ce sont eux, en réalité, aussi qui font bouger ce pays. Quand le Premier ministre Yula parle de solutions équilibrées,
J'attends de voir la baguette magique. J'attends de voir la solution miracle qui va sortir de son chapeau. Moi, j'en ai bien envie. Mais, sur cette question-là, on ne peut pas, disons, garder le statu quo. Ça, au moins, c'est clair. Le gouvernement, ça va être difficile. Il faut combler, disons, l'abysse que représente aujourd'hui, disons, la différence aujourd'hui entre recettes et dépenses de la part de l'État. Je le reconnais, il faut financer vraiment ce déficit budgétaire. Cependant, il faut tenir compte de la bourse des Guinéens. Quand l'électricité est en hausse, le transport probablement, en tout cas pour le moment, est presque intenable pour les étudiants. On ne peut pas payer aujourd'hui les étudiants qui s'apprêtent à aller en grève. Il y a tous ces facteurs. On en parle tout à l'heure, Mohamed Mar. C'est un mauvais cocktail. Bien. Antoine, on s'intéresse à cette affaire d'escroquerie. Vous nous apprenez la coordinatrice du mouvement Nantou Chérif accusée par plusieurs personnes. C'est une escroquerie à grande échelle à laquelle on a assisté récemment. C'est au quartier Matoto Yimbaya Taneri. Une femme nommée Rokia Konaté qui a piloté le mouvement Nantou Chérif à Matoto, qui a escroqué plus de 40 personnes. Les victimes d'ailleurs, quelques-unes sont des journalistes. Donc aujourd'hui on parle d'une affaire de plus de 100 millions. La dame a plus de 4 appartements dans sa cour qu'elle met en location, mais il se trouve que où ça à Yimbaya Taneri, et ces bâtiments-là, généralement, lorsque vous venez pour la location, elle vous dit que le bâtiment va finir dans 2 ou 3 jours. C'est-à-dire, vous venez trouver, tout est presque fini. Ce sont les portes qu'on doit mettre désormais. Donc, elle vous emmène, elle vous pousse à payer des sommes d'argent faramineuses parce qu'elle a pris 20 millions, 10 millions, 30 millions avec des locataires. Et donc, lorsque ceux-ci payent, chaque fois des clients. Chaque fois que vous venez pour résider dans votre nouvel appartement, vous n'avez pas la possibilité d'y accéder parce que tout simplement, la dame vous dit que ça reste la climatisation. Vous êtes d'ailleurs une des victimes, Antoine. Mais c'est important qu'on le dise, Ahmed. Je vais en venir. C'est important. Je suis l'une des victimes. Mais on nous dit que 2 mariages auraient été annulés pour cela. Est-ce que vous confirmez? On va en venir également. Le problème, ce n'est pas moi, c'est qu'il y a plus de 30 personnes qui sont victimes. La dame aujourd'hui est détenue au niveau de la gendarmerie de Yimbaya, puisque il y a au moins 39 plaintes qui sont portées contre elle. J'ai été le 40e plaignant. Les grandes gueules. C'est vraiment sérieux. Et la dame, aujourd'hui, beaucoup se plaignent. Là, aujourd'hui, la crainte que l'on a aujourd'hui, parce qu'on nous apprend qu'elle a assez de relations et tout cela, on nous dit qu'elle a piloté le mouvement Nantou Chérif à l'époque des élections présidentielles. Ça n'a aucun sens, Antoine. Tout ça, ce sont des intimidations. Ce que je veux signaler à ce niveau-là, s'il est avéré, c'est un cas d'escroquerie, elle doit répondre devant la loi. Ce que je veux signaler, c'est que la dame, la malhonnêteté, le niveau que ça atteint, c'est que elle est tout sauf une dame qui a, à mon avis, une conscience normale. Parce que il y a des vieilles dames, des personnes qui devaient se marier, qui sont venues la voir afin de loger chez elles. Le mariage a tout simplement été annulé parce qu'on n'a pas pu avoir la maison qu'on souhaitait pour madame. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas mariage, il n'y a pas d'argent. Et donc, la dame aujourd'hui est incarcérée du côté de Yimbaya. Elle n'a pas la possibilité de rembourser cet argent-là. On a confisqué son terrain du côté de Wonkifon. C'est à Koya. On a confisqué quelques-uns de ses biens. On lui pose la question de savoir comment va-t-elle rembourser cet argent. Elle a du mal à s'expliquer. Donc, on est encore dans l'impasse. On ne sait pas où on venir avec cette situation. Merci. Les grandes gueules. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je sais pas si la maison, si ça vaut 40, s'il y a au moins 40 appartements. Sinon, j'allais dire tout simplement qu'il fallait squatter. 4 appartements. Il fallait squatter tout simplement. Mais le même problème de toutes les façons, mais cette fois-ci à l'inverse, c'est un citoyen, un candidat à l'élection, si on peut le dire ainsi, Bakayoko. Voilà, qui a aussi des problèmes de la sorte avec une dame. Abdourahmane Bakayoko. Oui, Abdourahmane Bakayoko qui a donc loué un appartement pour 1 mois, mais qui finalement squatte l'appartement et ne veut pas quitter. Alors qu'il était donc en détresse à l'époque où la dame, lui... Le président des démocrates guinéens. Voilà, des démocrates guinéens. Donc, on reviendra sur le sujet parce que la dame, quand même, on a reçu sa plainte. Et si tout va bien, le jeudi, comme on l'a dit, on reviendra sur ce dossier. Bassiko, on prend la direction de Matam. Un important stock de farine de blé avarié indispose les populations. Oui, c'est une réalité. Hier, je me suis rendu dans la zone industrielle de Matam, précisément dans la famille de Elhaj Moustapha Sano, qui en réalité dispose de 4 ou 5 magasins chez lui. Et le problème, c'est qu'il y a un des magasins qui se trouve occupé par, vous l'avez dit, 300 tonnes donc, de farine, donc de blé avarié, soit 3000 sacs.
Le problème, c'est que M. Sano a passé un contrat de location avec une société qu'on appelle SMSSA, Société Multiservice, pour le stockage d'un important stock de farine. Mais depuis, le contrat, je crois bien, a commencé le 1er février 2013 pour s'achever le 31 août 2014. Ouais. Depuis cette date, la société SMS... Donc cela fait plus d'un an que le contrat a expiré. Le contrat a expiré et M. Sano évalue en tout cas les pertes. Non, c'est que depuis cette date, la société SMS, donc, qui est représentée par un certain Aliou Cissé, n'a plus respecté ses engagements. Le montant s'élève à plus de 90 millions de francs guinéens. Hier, je me suis rendu dans la concession. Ce qui est grave, c'est que quand vous arrivez, il y a l'humidité qui a gagné une partie donc des murs. Et ensuite, pendant la saison pluvieuse, c'est qu'il y a une odeur nauséabonde, insupportable, pestilentielle, qui se dégage justement de l'endroit. C'est un problème de santé publique. Les grandes gueules. Moi, j'ai été accueilli par cette odeur. Je me suis demandé, mais c'était quoi cette odeur? Et je vous assure, tous les vendredis, il y a plus de 500 fidèles musulmans qui viennent prier dans cette grande cour, parce que je rappelle un peu que ce sont des chauffeurs, des mécaniciens qui sont dans le parage. Alors, M. Sano a pris le soin d'adresser des correspondances au ministère du Commerce, ensuite à la Direction nationale de l'environnement et à Madame la directrice de l'Office national de contrôle de qualité. Ouais. Juste après le constat que j'ai effectué, j'ai appelé colonel Keboro pour lui demander est-ce qu'il était au courant qu'il y a un important stock de farine avariée qui indispose la famille Sano et tout le voisinage. Il dit effectivement qu'il était au courant. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a fait savoir que le ministère du Commerce a passé un contrat avec l'État ivoirien pour le rachat donc, de ce stock de farine avariée, dans le but d'aller fabriquer de la colle et puis des plafonds, parce qu'il y a une usine comme ça, je crois bien, en Côte d'Ivoire, peut-être Ahmed pourra le témoigner après, mais c'est que il me dit que le transport de toute cette farine avariée a été bloqué suite à cette épidémie. Mais le problème est à Boubacar Diallo, puisque l'État a passé, puisque c'est le ministère du Commerce, donc le département de Marc Yombounou, qui a passé un contrat avec l'État ivoirien, alors qu'on enlève la farine, qu'on vienne dégager dans la concession de M. Sano, qui indispose tout le voisinage, et qu'on trouve un entrepôt de l'État guinéen pour pouvoir le stocker. Donc aujourd'hui, non, ce que vous ne dites pas, Abassekou, c'est un problème de santé publique. Non, justement, moi hier, j'ai eu du mal à respirer pour les 30 ou les 40 minutes que j'ai effectuées là-bas, que je suis resté pour faire le constat. J'ai tenté d'appeler la directrice de l'Office national de contrôle de qualité. J'ai tout fait hier, je n'ai pas pu rentrer en contact avec elle. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas continuer au nom d'un contrat qu'on a passé avec le gouvernement ivoirien, qu'on continue à polluer l'atmosphère, qu'on continue à menacer la santé des paisibles citoyens. Je crois que si le ministre du Commerce nous écoute ce matin, la directrice de l'Office national de contrôle de qualité, ça interpelle aussi vraiment dégager ces farines. Mais Keboro, je l'ai appelé, il dit pour le moment qu'il n'a pas mandat de venir débarrasser ces farines avariées dans la concession. Les grandes gueules. C'est un dossier que nous allons suivre de près. Je pense qu'il faut situer les responsabilités, mais contrôle qualité. Ici, il y a un contrat de la sorte qui existe entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans pour moi? Non, non, s'il vous plaît, elle va aller ramasser ses farines pour aller mettre où dans son appartement à elle. Non, je pense qu'il faut donc s'il y a un contrat. Mais est-ce que parce que vous avez vu une copie de ce contrat? Oui, mais bien sûr, j'ai vu. Puisqu'il a reçu des services de sécurité, donc ben voilà. Bien. On parle du concert de Black M. Hein. Des médias annoncent déjà que ce concert est annulé, Ahmed. Vrai ou faux? Ben écoutez, il y a des gens en Guinée qui comprennent tout à l'envers. Qui marchent sur la tête. Voilà, qui comprennent tout à l'envers. Pourquoi le ministère va annuler le concert? C'est le ministère qui l'organise? Non, le ministère a dit on ne peut pas le tenir à l'endroit indiqué par les organisateurs. Je pense que c'est aussi clair que ça. Donc si les organisateurs trouvent un autre endroit, ils peuvent tout simplement aller de ce côté. Alors, on a tenté de s'intéresser hier à la question. Nous sommes donc dirigés vers le département et nous avons également cherché à savoir, il faut le signaler, parce qu'il y avait la ministre des Sports qui était là à l'époque, Domani Doré, depuis que, il faut signaler, ces démarches ont commencé. Et maintenant, vous avez un nouveau ministre. Mais sauf que l'ancienne ministre n'a jamais signé un document pour dire oui, il y a un concert qui peut se tenir au stade de Nongo. L'actuel ministre n'a pas signé de document. Alors, qui a autorisé le concert? L'actuel ministre. Qui a autorisé la tenue du concert au stade de Nongo? J'aimerais bien que Tidiane nous donne, nous dise exactement qui
à autoriser cela parce que nous aussi on a entendu. J'ai parlé avec sur Tidiane les grandes gueules. J'ai parlé avec Tidiane qui m'a dit qu'il a tous les documents en tout cas et que nous avons même la possibilité de tout vérifier aujourd'hui. C'est pourquoi je voulais qu'on aborde ce sujet demain. Mais ce qui est important, c'est que l'information, c'est que le concert n'est pas annulé. Non, le concert n'est pas du tout annulé, mais ce sera donc à Tidiane de dire exactement où va se tenir désormais ce concert. Mais il faut signaler, comme on l'a dit, parce que quand on a demandé au ministère, oui, pourquoi ce concert ne peut pas se tenir au stade de Nongo, c'est qu'il y a une mission, il faut le signaler, conjointe de la CAF et de la FIFA, qui doit donc venir en Guinée pour homologuer les stades, il faut le signaler, de Nongo et du 28 septembre. N'oubliez pas qu'avec Ebola, ce sont des stades, il faut signaler, qui n'étaient pas totalement opérationnels. Donc désormais, il faut venir voir est-ce que ça peut être opérationnel pour accueillir un certain nombre de matchs. Parce que la Guinée est autorisée finalement à recevoir ces matchs. Voilà, le concert se tient le 13 et la mission est là à partir du 10. Ouais. Est-ce qu'un concert peut se faire le 13 alors qu'une mission est sur place pour voir exactement est-ce que le stade répond ou pas aux normes. Donc je pense que pour moi, c'est tout à fait clair. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, qui a donné l'autorisation? Moi, j'aimerais bien savoir, comme Tidiane dit qu'il a les documents, quand il sera dans ce studio demain ou au téléphone, je pense que ce sera donc l'occasion de nous dire exactement qui le sont. Parce que ce soit la ministre sortante, elle n'a pas donné l'autorisation, que ce soit l'actuel ministre, lui aussi n'a pas donné l'autorisation, aucun cadre du département n'a donné l'autorisation. Qui a donné l'autorisation? Peut-être le président de la République. C'est la question. Les grandes gueules. Ce que j'aimerais dire, Tidiane a beau être le maître dans l'événementiel ici en Guinée, il ne peut pas sur un coup de tête décider de choisir un endroit comme ça pour dire écoutez, moi je suis le meilleur ici, donc je choisis le stade de Nongo et c'est ici que se tiendra le concert. Il dit détenir des documents officiels. Je pense qu'il a certainement tapé à la porte. Il y a des personnes qui ont dû lui dire écoute, on va le faire, on va t'aider, qui ont peut-être certainement signé aussi quelques engagements. Je suis pressé. Vous pouvez parler de qui en ce moment? Parce que je ne me contredis pas. Suivez. Si Tidiane a annoncé ici, parce que c'était dans cette émission, il a dit que c'est le stade de Nongo qui accueillera parce que c'est le stade et même pour Rihanna, et même pour Rihanna, parce que je lui ai demandé pourquoi, il me dit c'est le stade, c'est le seul endroit qui répond aux normes. Oui, ça répond, mais est-ce que ça donne l'autorisation? Mais ça veut pas dire, est-ce que je me fais comprendre, il peut pas quand même de lui-même décider de choisir le stade de Nongo comme ça. C'est qu'il peut pas se lever comme ça un beau matin et dire que c'est le stade de Nongo qui va accueillir le concert. Il doit avoir ses raisons à lui. Il faudrait qu'il y ait une certaine prise de conscience dans notre pays. La culture se meurt. C'est le seul secteur qui est agonisant, qui est à l'article de la mort, qui ne figure pas dans les priorités du gouvernement. Pourtant, par la culture, on ne va pas le rappeler, on peut changer beaucoup de choses, on peut booster même notre économie. Mais on ne le sait pas, on ne sait pas comment le faire. Mais ceux qui se battent, qui essayent de créer un certain épanouissement pour la jeunesse, qui essayent de permettre qu'il y ait des loisirs dans notre pays, parce qu'il ne faut pas oublier, même en Côte d'Ivoire, il y a un ministère de loisirs. Si on met les moyens qu'il faut, on prend les contacts qu'il faut, pour un concert aussi important, parce que ce n'est pas n'importe qui vient, au-delà d'être très, très adulé dans le monde, c'est quand même quelqu'un qui est originaire de la Guinée. Moi, j'aimerais appeler les autorités guinéennes, ceux qui sont touchés par ce concert, à mettre les bouchées doubles pour que ce concert ne soit pas annulé. Et il n'y va pas seulement de l'image de Tidiane, mais de l'image aussi de notre pays. Non, mais le concert ne sera pas annulé. Mais est-ce que vous êtes en train de plaider en faveur de la tenue du concert au stade de Nongo? Moi, je voudrais. On peut trouver des moyens de le faire. Absolument. Il y a des stades qui sont homologués dans d'autres pays. Mais moi, je pense qu'il faut trouver des solutions. Il faut encourager Tidiane. Il faut permettre que ce concert se tienne à Nongo. C'est clair. Les promoteurs culturels, c'est important. Il y a des stades homologués dans le monde. Je pense qu'il faut faire des efforts, Ahmed. Je suis d'accord. Non, s'il vous plaît. Bien. Je pense qu'il faut. Tu vas prendre la parole. S'il vous plaît. Allez-y, Ahmed, pour clore. S'il vous plaît. Je ne suis pas contre ce concert. Je respecte Personne ne l'a dit. Je respecte Tidiane pour ses compétences dans ce domaine, mais je veux être clair. Moussa me parle, oui, peut-être qu'il a eu des promesses, ceci, cela. Il n'y a pas 2000 personnes ou il n'y a pas même deux personnes qui peuvent donner l'autorisation pour tenir un concert dans un stade. C'est seulement le ministre et son cabinet, il faut le signaler. Donc le ministère, et ce seul ministère, c'est le ministère des Sports, puisque ça devait se tenir au stade de Nongo. Il peut se passer bien de choses dans le ministère, Ahmed. Attention. S'il vous plaît. Parce qu'il peut se passer bien de choses dans le ministère. S'il vous plaît. Vous citez les têtes. S'il y a plein de choses qui se passent et que vous bypassez le ministre, vous ne faites qu'à vous-même. Je suis désolé. Vous ne faites qu'à vous-même. Vous ne faites qu'à vous-même. Alors je vais vous dire quelque chose. Bien, pour toi, rapidement. Comme je l'ai dit, je fais beaucoup confiance à Tidiane, mais je comprends que ces derniers temps, il y a quand même beaucoup de couacs dans ces organisations.
On a vu le concert de Rihanna, il y a eu beaucoup de trucs autour. On a vu le concert d'Eddie Kenzo également. Non, ce n'est pas Tidiane, Eddie Kenzo. Eddie Kenzo, c'est pas Tidiane, Ahmed. C'est pas Psoul, production. Je pense que le seul quoi que si on peut le dire comme ça, c'était Rihanna. Rihanna, voilà. Oui, et bon, c'est vrai, mais il faut mettre tout ça Eddie au compte Kenzo, de... c'est Fagidi, l'artiste, Alphonse Man. Combien de fois nous avons reçu Tidiane dans ce studio? Donc je pense que c'est quand même pour moi des erreurs qu'il faut éviter quand on est grand organisateur dans un domaine. Sinon après ça peut tout simplement vous décrédibiliser. Beaucoup s'attendaient à l'arrivée de Rihanna et finalement les espoirs ont été douchés. Cette fois-ci, c'est clair que les espoirs ne sont pas douchés, mais je veux bien savoir, quand Tidiane sera dans ce studio, qu'on nous dise qui a signé, qui a donné l'autorisation. Bien. Écoutez, moi je veux juste dire ceci. Il faut d'abord situer les responsabilités. Moi, je veux bien identifier la personne habilitée en Guinée à accorder une autorisation de tenir un événement. Non, pas dans un stade. Les stades ont, disons, des statuts différents. Quand vous êtes dans les préfectures, généralement, vous verrez qu'il y a des stades qui relèvent parfois des petites salles qui relèvent des municipalités. Mais ces deux stades nationaux que nous avons, je me doute bien qu'il faille l'autorisation des plus hautes autorités du ministère des Sports. Moi, j'en ai fait l'expérience il y a 2 mois. Vous vous rappelez cette grande croisade qui s'est tenue du côté du stade de Nongo. Je crois d'ailleurs, je vous en avais parlé à l'époque. Madame la ministre, elle a dit aux gens, aux organisateurs, je crois à 1 semaine, vous ne pouvez pas tenir cela parce que le stade n'est pas homologué, parce qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas la première fois qu'un événement est annulé dans ce stade-là. Mais on a trouvé une solution. Bon, c'est vrai que l'événement en question n'était pas payant. Donc, on a pris l'extérieur, l'esplanade, qu'on a fait nettoyer à des coups de millions et les gens sont venus s'y retrouver. Mais pour un tel concert, je me dis, moi, quand on me dit que c'est annulé, c'est tout comme. Parce que Tidiane a bien dit, il n'y a pas... Attendez, mais il faut faire attention d'abord de m'écouter. Tidiane a dit ici que le seul endroit de la ville où on peut réunir 50 000 personnes dans les conditions optimales de sécurité, c'est le stade de Nongo. Et si Nongo ne peut pas les accueillir, ça veut aussi dire qu'il y a eu de l'à peu près. Il y a eu aussi de l'à peu près dans l'organisation de Tidiane. Mais non, Mohamed. On va poursuivre le débat dans un instant dans cette émission. Continuez à réagir au GG 837 ou au 657 39 13 13 ou vous allez sur la toile, le www.espacefm Guinée.info. Les GG reviennent dans 3 minutes. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, dans un instant, la suite de cette émission. Vous voyez ce livre que nous tenons à la main. Il est intitulé La Mission. Elle est écrite par... Ce roman est écrit par cette jeune dame. Elle s'appelle Khadija Kamara. Elle est guinéenne. Elle est déjà donc auteure de ce premier ouvrage, La Mission, donc dédicacé hier du côté du palais de l'hôtel Palm Kamen. Elle est notre invitée dans la deuxième partie de cette émission. Nous partons tout à l'heure avec notre premier invité, monsieur Mohamed Lamine Keita, ex-chargé de communication de la fédération UFDG de France. On l'a dit, le devant de l'actualité politique en Guinée, toujours occupé par le retour en Guinée du numéro 2 de l'UFDG Baouri. À quelle implication faut-il s'attendre pour l'UFDG avec ce retour? Quid de l'avenir de ce parti, deuxième force politique de notre pays? Et un peu plus tard, on s'intéressera aussi à cette fermeture annoncée des universités privées de Guinée. On s'intéressera aussi à ces chefs d'entreprise qui étaient réunis hier aux portes du palais Sékou Touré et qui exigeaient le paiement de leurs factures. En attendant, on va jeter un coup d'œil rapide sur notre plateforme GG837. Ce premier message qui dit bonjour espace. C'est Bachir. Bonjour, c'est Baldé. Dites à Tidiane de faire trop attention pour ce concert car les terroristes ont essayé de rentrer en Guinée. Il faut que la sécurité soit solide. Bonjour, c'est Yaya Bagissa. Baouri et c'est veulent déstabiliser, je comprends pas trop, veulent déstabiliser l'UFDG. Sinon, pourquoi le petit Keita? Attendez, arrêtez les attaques. Bonjour les GG. Takana avait signalé le cas d'une salle de spectacle, mais les artistes et les promoteurs ont fait un sabotage et aujourd'hui le message n'est pas venu au complet. Bonjour espace, c'est Bachir. J'ai vraiment pitié de Nantou Shérif. Si elle se met à arnaquer, c'est pas elle.
faudrait lancer un SOS. Alpha doit se rappeler aussi, le message n'est pas au complet. DTS, bonjour les GG. Dans notre pays, on a toujours mis des bâtons dans les roues des personnes qui veulent développer ce pays. La seule chose que le message n'est pas venu. Bonjour les démocrates, je vous assure, on n'a pas un syndicat en Guinée. Le litre peut être vendu à 2500 francs guinéens aujourd'hui. Pourquoi il propose 5000? C'est Bachir qui revient. Bonjour. Les gars, dites à Tigane que l'Esplanade peut recevoir ce concert. La fouine était à l'Esplanade. Et puis, la fouine est plus populaire que Black M. Bonjour mes chers journalistes, la Guinée n'a qu'à bâtir un palais de la culture, je pense qu'il veut le dire. Salut, c'est Yulamine depuis Koléa. Je vous dis que les stades ont des gérants qui ne sont pas au ministère. Bonjour, le gouvernement refuse de diminuer le carburant et appelle, le message n'est pas au complet. Ce dernier message, bonjour les GG, c'est Ivoirien, le roi, je suis désolé, mais il y a des syndicats en Guinée, les syndicalistes, le message doit défiler, faut débattre dans ce coup. Faut débattre dans ce coup qui dort un peu. On a notre invité, mais en attendant, Bassikou et Antoine qui voulaient rajouter quelque chose sur le concert de Black M. Allez-y Antoine, rapidement. Juste un mot par rapport au cas Tidiane. On peut tout lui reprocher, sauf son manque de professionnalisme. Tidiane, dans le domaine de l'événementiel, est professionnel, je l'affirme. Tidiane, aujourd'hui, a fait ses preuves à travers la prestation de grands artistes de renom à travers en Guinée. Il y a Alpha Blondy, il y a d'autres noms de la musique comme Youssou N'Dour qui se sont prestés en Guinée, je crois. À l'issue de ces concerts, il n'y a jamais eu de problème. Pour le cas Black M, j'estime que Tidiane a forcément tapé à des portes. Tidiane a forcément eu des documents ou un acte d'autorisation lui permettant de faire son spectacle. On me dira certes que la ministre n'a pas donné d'autorisation, mais il y a forcément quelqu'un qui a donné son curtis. Ouais. Parce que le stade de attendez que je finisse. Le stade de Nongor a reçu. Mon frère, quand la tête est là, le pied ne porte pas le chapeau. Aussi, la ministre est là. Le stade de Nongor a reçu des cérémonies de remise de diplômes. Dites-moi qui autorise les remises de diplômes au stade de Nongor. Il y a eu d'autres événements au stade de Nongor. Dites-moi qui a autorisé ces événements-là au stade de Nongor. Surtout les remises de diplômes. Les remises de diplômes, il y en a eu beaucoup qui sont déroulées au stade de Nongor. Et donc, s'il y a eu ces événements-là au stade de Nongor, ne me dites pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui autorise ces événements-là. Est-ce que Tidiane, comme l'a dit Moussa Moïse, peut se lever un beau matin et dire que je fais un spectacle au stade de Nongor sans pour autant avoir l'autorisation des autorités? Jamais. Je ne pense pas. Bien. Dans ce studio, il a dit ici qu'il va rencontrer les autorités afin que l'autorisation lui soit donnée. Et donc, s'il prend la décision de faire son spectacle à ce niveau-là, c'est que forcément, il a eu l'autorisation. Merci. Et il dit avoir des documents. On va avoir ces documents-là. Et donc, j'estime que dans le domaine de l'événementiel, il y a des personnes qui sont rivales à Tidiane, qui forcément veulent le nuire et qui vont passer par des moyens pour le faire. Merci Antoine. Merci. Baba Sekou pour clore. Les grandes gueules. Que Tidiane ne vienne nous dire qui l'a donné l'autorisation, en tout cas d'organiser le 13 février le concert de Black M au stade de Nongor. En attendant, je crois qu'il faut se poser des interrogations sur les démarches qui ont été entamées par Tidiane pour obtenir des documents lui permettant d'organiser le concert de Black M là-bas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que bien avant ce concert, je précise qu'il y a beaucoup de remises de cérémonies qui sont, comme Antoine le disait tout à l'heure, de ce côté. Et Tidiane World Music, quand même, est un promoteur culturel qu'il faut encourager. Bien. Il y a ce message que je reçois à l'instant de Bill de Sam, quand même, c'est quelqu'un qui connaît le milieu culturel. Il dit: salut Aboubacar, vous oubliez la Fédération guinéenne de football qui administre les stades. Bien. Donc peut-être qu'il faut aller chercher les informations de ce côté-là. Donc terminé, il faut encourager la promotion de la culture en Guinée. Le concert de Black M, si le stade de Nongor n'est pas homologué, le stade n'est pas dans les conditions requises pour pouvoir organiser ce concert, je crois que le stade du 28 septembre, par exemple, on peut prendre des dispositions sécuritaires. En tout cas, si on veut, oui, j'y arrive, si on veut que ce concert se tienne forcément en Guinée à la date indiquée, on peut prendre des dispositions pour délocaliser le concert de Black M au stade Nongor, ou peut-être même au stade même de Matoto ici. Ou au stade de la mission. Je crois qu'il faut que ce concert se tienne. Bien. Il ne faut pas prendre l'habitude d'annoncer des concerts en Guinée et après qu'ils ne se tiennent pas, parce que ça, ce n'est pas une bonne chose quand même. Si ça ne se tient pas, ça serait une déception, une désillusion pour la jeunesse guinéenne. Merci Bassi. Les grandes gueules. Moussa Moïse, nous avons un autre invité, monsieur Mohamed Lamine Keita. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci. Certaines personnes vous définissent comme étant quelqu'un qui tient des propos assez caustiques, à la plume, au vitriol. Parce on le qualifie d'iconoclaste. Exactement. C'est ça le mot. Alors, est-ce que vous êtes un iconoclaste? Bon, je pense que les gens ont des problèmes.
surtout, enfin, quand vous Parlez avez, s'il vous plaît dans le micro. quand vous avez des rivalités, Ouais. vous regardez tout ce que j'ai produit, que ce soit des articles, que ce soit des livres, depuis que j'ai commencé surtout la politique, je ne pense pas qu'il y a eu une seule injure, par exemple. Et les gens pensent que aujourd'hui, il faut respecter, comme on le dit entre guillemets, les gens. Le respect, ça ne signifie pas aller, comment on appelle, se courber devant quelqu'un. Aujourd'hui, ils pensent que, quand je prends le cas du président Selou Dalein Diallo, les gens pensent qu'il faut l'appeler Elage, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il suffit juste de lui dire la vérité, ou il suffit juste de l'appeler par son vous prénom. y allez avec des mots. Vous enveloppez vous tout y allez ça avec dans des de la mots forts. politesse, dans de la considération, quand même, Keïta. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut comprendre que la politique évolue. Il faut que les gens sortent, enfin, de ce que nous avons connu depuis. On a connu la révolution de Sékou Touré, on a connu Lansana Conté, où les gens appelaient papa Lansana Conté. Alors que c'est pas possible, vous êtes des collaborateurs. Comment est-ce que vous voulez que moi... Vous n'êtes pas dans le culte de la personnalité. Non du tout. Alors, maintenant que vous êtes de retour, Bahouri, bénéficiant d'une grâce présidentielle, a décidé donc de regagner le Bercail. Vous, c'est la même motivation qui vous a amené à rentrer au pays? Écoutez, M. Bahouri, le premier vice-président de l'UFDG, a eu 5 ans. Dans le micro toujours, s'il vous plaît. Ou près de 5 ans d'exil forcé en France. Il y a eu des gens qui lui ont tourné le dos, mais il y a eu des gens qui l'ont soutenu. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui l'ont soutenu dans cet âpre exil. Et donc, aujourd'hui, s'il bénéficie enfin, de cette grâce présidentielle, aujourd'hui, la plus grande motivation, c'est de l'accompagner pour son retour à Bercail et de l'accompagner pour la lutte pour la démocratie d'abord au sein de l'UFDG et pour la démocratie en Guinée. Mais pourquoi vous-même, vous ne l'avez pas accompagné au siège de l'UFDG dimanche, alors que vous dites que vous n'êtes pas exclu du parti? Écoutez, d'abord, l'exclusion dans le parti, moi je ne suis pas exclu du parti du tout, j'ai rectifié les propos de M. Aboubakar quand il introduisait ex-chargé de communication de l'UFDG en France. Je vous dis que ce n'est qu'un papier signé par Selou Dalein Diallo. Oui, mais Selou Dalein, il n'est pas n'importe qui. Mais officiellement, le président, si on s'en tient à une décision du directoire du l'UFDG, vous êtes exclu du parti. Une décision du directoire de Selou Dalein Diallo, je le précise bien, c'est pas le directeur de l'UFDG. C'est le président du parti. Les grandes gueules. Être président du parti ne signifie pas faire tout ce qu'on pense comme on veut. On a compris. Regardez, on a en commun la Guinée. N'est-ce pas? Oui, mais c'est le seul capitaine. Attendez, je vais Et puis c'est une décision du bureau politique national quand même on a en commun la de Guinée. À partir du moment où on ne peut pas laisser M. Alpha Condé faire ce qu'il veut en Guinée, on a en commun aussi l'UFDG. On ne peut pas laisser M. Selou Dalein Diallo faire ce qu'il veut à l'UFDG. Sauf que M. Alpha Condé aussi a la latitude de choisir celui qui veut pour le mettre au poste qu'il veut, sans consulter qui il veut. Il signe ce papier, moi je ne le considère pas. Je me considère membre à part entière de l'UFDG. Mais est-ce que vous avez décidé, par exemple, de faire annuler cette décision-là par voie judiciaire? Parce que c'est quand même une association politique. Mais est-ce que la bonne attitude, aujourd'hui, c'est de contester sur les ondes? Est-ce que finalement la bonne attitude, ce n'est pas dans un premier temps un recours gracieux auprès des instances du parti pour on essaie de passer l'éponge ou carrément de saisir les tribunaux comme Mamadou Bari? Vous savez, on a des problèmes en Guinée. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes, surtout des jeunes aujourd'hui qui émergent. Ils veulent casser la voie à toutes les personnes aujourd'hui qui veulent émerger de l'ombre. Alors que c'est pas possible. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont talentueux, qui ont envie de s'exprimer, pas comme eux, ils l'ont fait, se soumettre jusqu'à la dernière minute, jusqu'à avoir le troisième âge pour pouvoir s'exprimer. Moi et nous, en général, on ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Aujourd'hui, la première des choses à faire, c'est quoi? On n'est pas dans les années 90 où il faut étouffer tout ce qui ne va pas. Et si l'intéressé ne te donne pas ce que tu veux, alors tu n'as que tes yeux pour pleurer. Aujourd'hui, on a des canaux de communication. Il faut exposer, mettre certains problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre en interne pour qu'on en discute. C'est ça aussi le principe de la démocratie. Vous pilotez donc le cabinet du premier vice-président de l'UFDG. Je ne le pilote pas. Vous ne le pilotez pas. Vous êtes membre du cabinet. Je suis membre du cabinet et je suis son attaché de presse. Mais d'abord, Moussa, cette question, est-ce que c'est normal pour un vice-président d'avoir un cabinet, d'avoir une équipe de communication, une cellule de communication? En toute honnêteté. En toute honnêteté, oui, c'est normal. Vous, en tant que Monsieur Camara aujourd'hui, Monsieur Diallo, Monsieur Diallo aujourd'hui, vous pouvez avoir des ambitions personnelles. Hein? Et à partir du moment où vous avez des ambitions personnelles, vous pouvez faire. Je ne peux pas avoir mon cabinet ici au groupe Adafo Média. Il y a un capitaine à bord, mais non, Mohamed. Je vais vous dire, toute personne a la liberté d'avoir des personnes qui défendent son image. Il
faut le comprendre. Le principe de la démocratie, c'est ça d'abord. Toute personne a le droit d'avoir des personnes qui défendent son image. Aujourd'hui, moi, je suis écrivain. Mais j'ai le droit d'avoir un agent littéraire qui fait la promotion de ce que je fais. Aujourd'hui, si le vice-président Bahouri arrive à se doter d'un cabinet ou d'une cellule de communication pour pouvoir redorer les blasons, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les mêmes personnes qui sont en train de ternir son image pour dire qu'il est vendu, pour dire qu'il est ceci, que cela. Alors que c'est archi faux. Il ne peut pas être au four et au moulin. Alors, donc, il est obligé pour une personne comme lui, avec toute la lutte déjà qu'il a faite dans ce pays-là, et c'est quelqu'un qui est présidentiable aujourd'hui. Et quand quelqu'un est présidentiable, il a le droit, vous êtes dans votre devoir même d'avoir son cabinet de communication. Ouais, ça commence à être intéressant. Le débat commence. Toute petite dernière question. Peut-être qu'à la pause, il va répondre à cette question, mais puisqu'il fait partie, je l'estime, des personnes que Bahouri consulte avant de s'adresser à une foule, à un public, à une assemblée, est-ce qu'il a été de celles qui lui ont conseillé, par exemple, d'avoir les propos qui ont été les siens lors de son arrivée au siège, de son retour au siège de l'UFDG, parce que beaucoup n'ont pas apprécié qu'il soit allé très au vif, qu'il ait dit de façon moi je suis de ceux-là qui pensent que une fois arrivé à Conakry, il fallait que M. Bahouri fixe le cap. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il est venu faire. Il faut que tout de suite on sache sur quoi on va discuter. Bien. Ça, c'est la première des choses. Les hostilités sont lancées avec Mohamed Lamine Keita. Il se considère toujours donc membre à part entière de l'UFDG, mais officiellement il est exclu du parti. On revient avec notre invité dans la deuxième partie. Continuez à réagir au GG 837 où vous faites le 657 39 13 13 où vous allez sur la toile. Nous ferons le devoir de prendre tout ça en compte. Les GG reviennent dans moins de 10 minutes. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.